Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la Vosges 500 DS de 2021. Allez, c'est parti. Les amis, aujourd'hui, comme à mon habitude maintenant, j'ai un de mes abonnés qui est venu me prêter une machine toute récente. On est sur un modèle de chez Vosges, une marque chinoise. Et cette 500 DS est clairement une machine qui se positionne en concurrente de la CB500X. Donc déjà au niveau du look, clairement, quand je dis que ça se positionne en concurrente, c'est même quasiment un clone de la CB500X. Alors on ne peut pas réellement parler de contrefaçon car aucune pièce n'est réellement identique à la Honda, mais on dira que l'inspiration est très grande entre cette Vosges 500 et la CB500X. On est donc avec cette Vosges 500 DS sur une machine qui se veut trail routier, une machine destinée essentiellement aux débutants, aux possesseurs du permis A2. Je vous disais tout à l'heure qu'on pourrait presque parler de plagiat, de copie conforme, de clone entre cette DS et la CB500X, et en fait ça va même jusqu'au moteur. Cette machine est motorisée par un bicylindre en ligne de 471 cm3, ce qui est au centimètre cube près l'exacte même chose que chez Honda. Et on a une valeur de puissance qui est un tout petit peu en dessous. Au lieu des 47,5 chevaux de la Honda, ici on a 46,2 chevaux. La machine que je teste aujourd'hui est complètement d'origine, elle n'a subi aucune modification. Vous avez juste un ou deux accessoires qui ont été rajoutés, comme par exemple le support devant moi qui sert à mettre un GPS, et on a aussi le top case à l'arrière. Sinon, pour tout le reste, la machine est strictement identique à ce que vous pourriez encore voir aujourd'hui en concession, vu qu'il n'y a pas eu de différence entre le modèle 2021 et le 2022. La première bonne surprise quand on découvre cette machine, c'est sa facilité de prise en main et aussi sa plutôt faible hauteur de selle. Lorsqu'on monte dessus et qu'on n'est pas très grand comme moi, je rappelle à ceux qui me découvriraient que je mesure 1m70, eh bien on est facilement à l'aise sur cette machine. J'arrive à toucher des deux côtés, j'ai pas les deux pieds complètement à plat mais j'en suis pas très loin. Et en plus, après, dès les premiers tours de roue, la machine est très facile. On a une position parfaitement droite. J'ai le buste à la verticale. Le guidon est très grand, recourbé vers moi. D'ailleurs, il est tellement grand que ça m'oblige un petit peu à mettre les bras vers l'extérieur. Les repose-pieds, eux, sont dans une position parfaitement neutre. Maintenant, dans ce rond-point, vous voyez que la machine se bascule sans la moindre difficulté, et ce, même à basse vitesse. La moto est équipée de pneus d'une taille, on va dire, standard pour ce genre de machine à l'heure actuelle. On est sur des roues en 17 pouces, avec du 120 à l'avant et du 160 à l'arrière. Ça me fait aussi penser à ce qu'on retrouvait sur une autre de ses concurrentes, la Benelli TRK 502. Vu que cette moto est strictement d'origine, on a également, vous l'aurez compris, l'échappement d'origine, qui est en position assez basse sur le côté droit de la machine. Celui-ci est relativement discret, aussi bien au niveau esthétique qu'au niveau sonore, mais j'avoue que pour l'instant, la sonorité qu'il distille est plutôt agréable. C'est un petit peu rauque. Donc ici par exemple, vous voyez que je suis à l'arrêt, j'ai les deux pieds qui touchent par terre et je ne peux pas les mettre complètement à plat parce qu'en fait la selle est un peu trop large. Il aurait fallu que celle-ci soit très légèrement plus fine pour que j'ai les deux pieds complètement à plat, mais je ne suis pas non plus en danger, la moto est facile. Comme je le disais précédemment, on a une position parfaitement droite et donc la position permet de prendre les infos autour de nous sans difficulté. Là vous voyez que je peux regarder même dans mes angles morts sans lâcher le guidon. On a les deux rétros qui sont positionnés sur le guidon.
suffisamment sur l'extérieur pour bien voir sans être gêné par nos bras ou nos épaules, mais ils sont très proches de nous, donc on est obligé de tourner la tête afin de voir le reflet des miroirs. Je pense qu'il aurait été, au niveau visibilité, préférable d'avoir les rétros sur le carénage. Mais au niveau esthétique, je pense bien que ça aurait été assez disgracieux. Bon, pour l'instant, une caractéristique qui me gêne vraiment sur cette machine, c'est la bulle. Sur ce modèle Euro 5, on a une bulle qui est réglable sur 2 positions. Actuellement, celle-ci est en position haute. Et franchement, j'ai l'impression que j'ai encore plus d'air sur moi que si elle n'avait pas été présente. Parce qu'elle s'arrête en fait juste au niveau de mon casque. Ce qui fait que tout ce qui arrive sur la bulle est redirigé directement vers ma visière. C'est assez désagréable. On verra dans quelques instants si ça s'améliore avec la vitesse. Mais pour l'instant, dès les 50 km/h, j'ai énormément de vent directement sur le visage. Allez, on sort de l'agglomération, j'accélère un petit peu. Là, je suis en 4e. Ça reprend de la vitesse pas trop mal, alors que j'ai pas accéléré très fort. C'est vraiment pas une machine brutale ou typée sport, hein. Pour l'instant, c'est très calme. Et une fois de plus, c'est très similaire à ce qu'on peut avoir chez Honda sur la CB500X. J'arrive maintenant dans le virage que je prends à chaque fois à basse vitesse. Je suis en 3e. Et franchement, la moto se déplace sans la moindre difficulté. On sent quand même son poids, hein. On n'est pas sur une 125, loin de là. Mais il n'y a vraiment pas de complications. Le centre de gravité semble relativement bas. Et ça se manœuvre sans faire le moindre effort, hein. Très facile. Comme d'habitude, les amis, je me retrouve ici afin de tester l'accélération de ce modèle. Donc, je rappelle qu'on est sur une machine qui pèse environ 200 kg, équipée d'un bicylindre de 500 cm3, développant 46 chevaux. Il y a l'ABS, bien sûr, mais il n'y a pas d'autres aides électroniques. Et vous voyez qu'actuellement, j'ai le plein. On est parti, on va vérifier l'accélération. Le comportement est assez surprenant. Lorsqu'on monte dans les tours, la sonorité se dégrade vraiment. C'est plutôt rauque et agréable à bas régime, et à haut régime, c'est juste un bruit métallique, on dirait de la ferraille. C'est très surprenant. Au début, on se demande même si on n'est pas en train d'abîmer la machine. Mais vous l'avez vu, elle prend quand même ses tours, hein, et on arrive à 100 km/h. Tout à fait normalement, il n'y a pas d'exubérance ni de réelle sensation sport. C'est très calme. La seule surprise pour moi, c'était ce bruit assez métallique. Maintenant, un petit demi-tour. Donc, je braque à fond. Voyons si cette machine réussit à faire demi-tour sans sortir de la route. Ouais, ça passe tout pile. Franchement, pour une machine de ce gabarit, je m'attendais à mieux. J'avoue que je ne me souviens plus comment se comportait la CB500 sur cet exercice. On est reparti pour une accélération et ensuite on va vérifier l'efficacité du freinage. C'est parti. Maintenant, je freine. Frein arrière, ça freine pas trop mal. Frein avant, wouhouhou. Alors là, par contre, je suis bluffé. Le frein avant freine vraiment très bien. C'est surprenant. Sur cette machine d'ailleurs, vous pouvez voir qu'à l'avant, on a un double disque. Alors que chez Honda, on a un simple disque. Du moins en 2021, on avait encore un simple disque. Je ne sais pas si en 2022, ils ont amélioré. Et le freinage est vraiment bon. Bon, pour l'instant, au niveau des performances, c'est tout à fait standard. Il n'y a vraiment pas grand chose à redire. C'est efficace, mais pas du tout sensationnel. Il n'y a pas sensation de couple ou de performance. Une fois de plus, très similaire à ce qu'on peut retrouver sur la concurrence de chez Honda. Allez, je réaccélère ici. Ce qui est dommage avec cette machine, c'est que si on veut vraiment un peu de perf, il faut la cravacher dans les tours. Et malheureusement, au-delà des 6-7 000,
Il y a quelques vibrations qui commencent à se faire sentir, qui remontent dans les repose-pieds, aussi dans le guidon et les leviers. Et c'est pas très agréable. Ça renforce ce côté, comment dire, bizarre. Déjà qu'on a le bruit de l'échappement qui se dégrade en montant dans les tours, on se demande vraiment si à très haut régime on n'est pas en train de forcer la mécanique. Concernant les commodos, c'est très simple, c'est la même chose que sur la plupart des autres motos de ces 30 dernières années. Sur la gauche, on a tout ce qui gère l'éclairage, le klaxon, et à droite, coupe-circuit, démarreur et le bouton pour les feux de détresse. Le compteur sur cette machine est assuré par un écran couleur, c'est plutôt pas mal, assez lisible. Donc on a la vitesse, le compte-tours, la jauge de carburant, jauge de température du liquide de refroidissement. Vous avez la température extérieure, le rapport engagé, pression des pneus avant-arrière bien sûr. On a la consommation moyenne, la tension aux bornes de la batterie. Franchement, c'est vraiment pas mal. On a même une horloge. À savoir en plus que vous pouvez connecter votre smartphone en Bluetooth. Donc pour une machine à ce prix-là, c'est plutôt pas mal. En plus, en dessous de l'écran, vous avez une petite prise USB qui permet de recharger votre GPS, votre smartphone, si nécessaire. Alors me voilà de nouveau en ville, je vais vérifier la souplesse de ce moteur. Donc là je suis en 6e à 30, il aime pas du tout, 5e à 30, il aime pas, 4e à 30, je suis au seuil de souplesse. Donc on dira que 2000 tours, c'est le minimum que ce moteur est capable d'encaisser. Et finalement pour un bicylindre en ligne, c'est pas trop mal. De nouveau, quelques virages à basse vitesse. Ouais, ça se manipule vraiment facilement. En plus, pour une machine chinoise, vous pouvez voir que les pneus, ce sont des Pirelli. Je vais maintenant faire un test de relance. Donc je suis en côte, en 4e à 50, j'accélère à fond. Ça reprend normalement pour une machine de ce genre. Dès qu'on monte dans les tours, arrivé vers 4-5 000, là ça redevient assez efficace. Maintenant, j'arrive sur quelques dodanes, je ralentis à 30 km/h. Alors c'est assez ferme. Sur cette moto, à l'avant, on a une grosse fourche inversée de chez Kayaba. À l'arrière, on a un amortisseur qui est réglable en précharge. Mais les suspensions, finalement, m'ont l'air trop fermes lorsqu'on va lentement et trop molles lorsqu'on va plus vite. Là, j'arrive à 45 et... ouais, c'est un comportement un petit peu bizarre. Sur certains chocs, ça renvoie vraiment trop le choc vers le pilote, donc je trouve ça trop ferme. Et parfois, j'ai l'impression que l'arrière, lui, s'enfonce un peu trop. Peut-être qu'il faudrait rechanger le réglage en fonction de mon poids. Me voilà maintenant dans une succession de virages. Je dois rester vigilant, car vous le voyez, il y a des grosses traces d'humidité un peu partout. Il a plu il y a peu de temps. J'ai énormément d'air qui arrive sur moi. La protection n'est vraiment pas efficace. La moto sinon elle est facile. Le freinage vraiment rassurant. Et finalement le freinage est peut-être même trop costaud par rapport à la suspension. Parce que lorsque je freine fort, ça s'enfonce. Et j'ai parfois presque peur d'arriver à talonner les suspensions et ensuite de perdre l'adhérence. C'est très certainement juste dans ma tête, hein. Avec l'ABS et la suspension actuelle, normalement il ne devrait pas y avoir de problème, mais on a ce sentiment de transfert qui n'est pas forcément très agréable. Bon, pour revenir sur l'efficacité de la bulle, comme je le disais précédemment, c'est totalement inefficace pour moi. Là je suis à 60, j'ai énormément d'air sur moi et si je me lève, j'en ai beaucoup moins. Ce qui confirme bien ce que je disais tout à l'heure. La bulle actuellement est réglée de telle façon qu'elle canalise quasiment l'intégralité du flux d'air et le redirige vers moi. C'est hyper désagréable. Allez, j'accélère. Pour que la bulle soit un peu efficace, il faut que je me baisse comme ça. Elle est trop basse finalement. Je
Je sais pas si vous entendez bien la différence, hein. Là donc je suis derrière la bulle et maintenant je suis en position normale. Il y a zéro protection. Alors sur cette machine, la boîte de vitesse c'est également une assez bonne surprise. Je dirais pas qu'elle est aussi quasi parfaite que chez Honda, ce serait exagéré, mais on est assez proche. Il y a juste de temps en temps un passage de vitesse qui peut peut-être être un petit peu plus audible que les autres, mais sinon c'est très fluide, ça fonctionne vraiment bien. Alors de temps en temps vous voyez que l'écran il change de couleur. Je pense que c'est le capteur qui indique normalement si on est de nuit ou pas, qui doit déconner. Ça m'arrive fréquemment depuis tout à l'heure que l'écran passe du blanc au noir. Maintenant, un petit passage sur l'autoroute. Allez, je m'engage. Bon, de nouveau, la protection est quasi inexistante. On n'a pas de protège-main. La bulle ne me protège pas du tout. Et même le réservoir n'est pas si performant que ça. J'ai juste le flux d'air qui est dévié pour mes genoux, mais pour tout ce qui est mollets et chaussures, je suis en plein vent. Actuellement, je suis stabilisé à environ 100 km/h et j'ai déjà quand même pas mal de vibrations qui remontent. C'est assez désagréable et parfois on se demande même si c'est pas un problème, s'il n'y a pas quelque chose qui déconne sur la machine. Ça, c'est vraiment déstabilisant. Je vais essayer de faire un test de reprise, donc je suis en 6ème à 110, j'accélère à fond. 120, 130, 140 et 150. Et vous voyez qu'on arrive déjà à près de 8000 tours. Donc la vitesse max ne doit pas aller au-delà des 160, 170. Bon, je suis bien content de sortir de l'autoroute parce que, comme je vous le disais, la protection n'est absolument pas adaptée à mon gabarit. Peut-être que si vous êtes plus petit ou peut-être même plus grand, le flux d'air peut être dévié et pour vous ça pourrait être efficace, mais pour moi c'est juste insupportable. Vu qu'on est sur une machine quasi neuve chinoise, bien sûr les Chinois ont tout fait pour qu'elle ait un côté haut de gamme. Donc l'éclairage est intégralement à LED sur cette machine, que ce soit le feu à l'avant, les clignotants. D'ailleurs ce sont des clignotants à LED mais aussi à défilement, ce qui est encore proposé en option chez quasiment tous les autres constructeurs. Un petit détail qui a quand même son importance, là je roule depuis environ une demi-heure et j'ai déjà certains points d'appui, dirons-nous, au niveau des jambes et aussi des fesses. La selle est vraiment très ferme et j'ai même l'impression que la selle pour le passager est encore plus ferme. Bon, finalement, que retenir de cette Vosges 500 DS au niveau dynamique? Bah que, comme son look le présage, c'est extrêmement similaire à la CB500X. Aussi bien dans les aspects positifs que négatifs. C'est-à-dire que c'est efficace, c'est fonctionnel, mais au niveau des sensations, personnellement, je m'ennuie tout autant que sur la CB500X. Maintenant, au niveau de l'équipement, cette machine se veut assez bien fournie d'origine. C'est là où les Chinois, la plupart du temps, essaient de se distinguer. Donc on a déjà les barres de renfort sur le carénage avant, ça c'est d'origine. On a la béquille centrale, ça aussi d'origine. Vous l'avez vu tout à l'heure, on a l'écran couleur, on a le capteur de pression des pneus, on a un petit port USB pour recharger vos dispositifs, on a la bulle réglable, les leviers réglables. Donc finalement, comparé à une CB, il y a quand même pas mal d'avantages. Par contre, au niveau des rangements, d'origine, il n'y a aucun rangement sur cette machine. Vous pouvez démonter la selle passager, mais il n'y a rien en dessous. Vous pouvez également démonter la selle conducteur, mais vous n'atteindrez que la batterie. Il n'y a aucun rangement. C'est d'ailleurs pour ça que le propriétaire a rajouté, vous le voyez, un top case. C'est quasi indispensable sur cette machine. Si vous désirez rouler avec un passager, il n'y a pas de problème. Vous voyez que la selle est suffisamment large, même si elle est très ferme, et qu'il y a des poignées de maintien d'origine, donc ça ne devrait pas poser de problème. Au niveau de la consommation, c'est aussi très similaire à chez Honda.
vu que là, l'afficheur m'indique 3,9 litres au 100. Le propriétaire me disait lui tourner aux alentours des 3,8 litres. Donc on est à moins de 4 litres au 100. Franchement, pour une machine qui en plus a très peu de kilomètres, qui sort à peine du rodage, c'est plutôt pas mal. Le réservoir, lui, fait 17 litres, donc vous avez une très bonne autonomie. Comme je vous le disais tout à l'heure, la moto que j'ai actuellement est Euro 5 de 2021 et donc strictement identique à la Euro 5 de 2022. Il n'y a pas eu de modification. Actuellement, au moment où je fais cette vidéo, la moto est vendue par Vosges 6 200 € et en plus il y a actuellement une offre où il vous propose d'avoir pour le même prix, sans aucun supplément, toute la bagagerie en aluminium qui est d'une valeur normalement d'au moins 1 000 €. Et c'est là-dessus que Vosges joue vraiment pour se distinguer des Honda et des autres concurrentes. C'est une des moins chères, peut-être même la moins chère sur ce segment des trails routiers 500. Et c'est très certainement aussi une des mieux équipées. Maintenant, j'avoue que personnellement, si je devais faire un choix, ce serait très difficile pour moi parce que cette Vosges est plutôt sympa, peu chère et très bien équipée. Ensuite, vous avez la Benelli 502 TRK qui, elle, est garantie 3 ans, très bien équipée aussi pour un petit peu plus cher. Elle est à 6 600 € si je me souviens bien. Et au-delà de tout ça, vous avez la CB 500X qui, elle, est encore bien plus chère à 7 300 €, mais avec une garantie constructeur de 5 ans et cette réputation de fiabilité qui n'est plus à faire. Donc finalement, à vous de voir ce que vous privilégiez. Si vous privilégiez le rapport prix-équipement, vous allez clairement partir sur une Vosges ou sur une Benelli. Si vous privilégiez la réputation et la garantie, eh bien vous n'irez que chez Honda, vu que c'est les seuls à proposer 5 ans de garantie. Voilà les amis, tout ce que je pouvais vous dire sur cette Vosges 500 DS Euro 5. Si vous avez des questions, l'espace commentaire est là pour ça. Si vous possédez cette machine ou son dérivé, la DSX, eh bien n'hésitez pas à nous en faire profiter. Si vous avez eu des problèmes, si vous avez des accessoires à nous conseiller sur cette machine, votre retour d'expérience sera vraiment apprécié, vu que c'est une marque qui est encore assez peu diffusée sur notre territoire. Je tiens bien sûr encore à remercier le propriétaire de cette machine de s'être déplacé jusqu'ici sur mon lieu de tournage habituel afin que je puisse vous en proposer le test. C'était super sympa de sa part. Et je reprécise bien sûr que l'ensemble des tests sur ma chaîne sont toujours faits avec mes abonnés. Si comme lui, vous disposez d'un véhicule que vous aimeriez me voir tester en vidéo, prenez contact avec moi. Tous les moyens de le faire sont dans la description. Je rappelle que mon lieu de tournage se situe en Normandie, dans la région de Rouen. J'espère que ce test vous aura été utile. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce vers le haut, à le partager sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous si vous aimez ce genre de contenu, vu que j'en sors très régulièrement. Je vous dis à bientôt et surtout, veille à tous. Bon, finalement, là où cette machine est la plus agréable pour moi, c'est sur les bas régimes. Elle fait pas trop de bruit et le bruit qu'elle fait est plutôt sympa. Par contre, dès qu'on monte dans les tours, on sent un peu que la mécanique, elle rame un peu. C'est pas réellement un problème de performance, mais de sensation. On est vraiment comme chez Honda, avec les anciennes gammes de 500, où c'est efficace, mais sans réel plaisir.